La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre nouveau rendez-vous, le TVR BPGO Business Club, où l'économie décryptée par ceux qui la font. Et nous sommes dans cet atrium, lieu vraiment emblématique de cette émission. Très heureux de vous accueillir et d'accueillir dans un instant quelqu'un qui va nous présenter un thème d'actualité. On en parle beaucoup, il s'agit de l'intelligence artificielle, l'IA. Vous allez tout savoir sur ce qui nous attend peut-être demain, dans les entreprises, dans votre vie de tous les jours, en compagnie de notre grand témoin. Avant de vous le présenter, celles et ceux qui vont l'interroger durant 26 minutes, merci à vous Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Je suis persuadé que c'est un thème que l'on évoque aussi dans le milieu bancaire. Merci à vous, maître Hélène Lodic-Baron, avocat, ancien bâtonnier. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil national des barreaux et en préparant cette émission, vous m'avez dit que l'intelligence artificielle est déjà dans cette profession d'avocat. On va en parler. Et puis merci à vous, cher Éric Chalambelval. Vous êtes le président du MEDEF 35. Vous êtes par ailleurs le président de la Feuille d'Érable. Sujet vraiment d'actualité qui interroge, qui interpelle. Eh bien, pour tout savoir, nous allons accueillir Hugues Mélis, c'est le président de Bretagne Développement Innovation, BDI. C'est également le président du groupe Niji, 1300 salariés. Et puis, c'est également un grand spécialiste du digital et de cette question. Je vous demande de l'accueillir, Hugues Mélis. Merci Hugues d'avoir répondu à cette invitation. C'est une question avec les membres du TVR BPGO Business Club que nous nous posions. On avait vraiment envie de consacrer une émission. On va y aller tout de suite parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ce qui je vous dis qu'il y a peut-être de la crainte, de l'espoir et de la curiosité sur l'intelligence artificielle. C'est un petit peu tout ça aujourd'hui ? Oui, bonsoir Stéphane, c'est tout ça, absolument. Et il faut savoir... de quel côté on se met. Donc on préférera l'espoir, on préférera l'ambition à la crainte, mais on va en reparler. Peut-être, juste pour commencer, intelligence artificielle, deux définitions. Une définition d'un Français, qui est d'ailleurs breton, Yann Lequin, qui a été patron justement de l'intelligence artificielle du groupe Meta. Donc Meta, c'est Facebook aux US. L'intelligence artificielle consiste à faire aux machines des tâches traditionnellement dévolue aux animaux et aux humains. Une deuxième définition dans la langue de Shakespeare, du fondateur de DeepMind, qui est un très très grand leader de l'IA aux États-Unis. Artificial intelligence is the science of making machines smart. Donc l'intelligence artificielle, c'est la science qui rend les machines intelligentes. Voilà, on a tout dit. On a tout dit. Une première question, Benoît Cattel. Oui, alors, bonsoir d'abord. En tant que néophyte, on en entend beaucoup parler. Est-ce que rapidement, on pourrait dresser un portrait, au-delà de la définition, de ce que permet ou permettrait l'intelligence artificielle de faire et de ce qui, au contraire, n'est vraiment pas dans son champ, de manière à essayer de mieux cerner le débat qu'on va avoir et le contenu du débat ? Je pense qu'en fait, l'intelligence artificielle peut faire énormément de choses. Donc, les fondamentaux, c'est quoi ? On vit dans un monde de plus en plus connecté. Nous sommes au quotidien connectés. Nous sommes au quotidien sur les réseaux. Nous fabriquons des quantités incroyables d'informations. Les machines dans les usines, mais les machines qui roulent, qui volent, voilà, tous les objets autour de nous sont connectés. Ils fabriquent une quantité incroyable d'informations. Donc on regorge d'informations. On a des expertises extrêmement fortes partout dans le monde en algorithmie.
On est capable de designer des modèles extrêmement puissants. On a fait des progrès incroyables dans l'exécution de l'informatique, dans les calculateurs, dans les ordinateurs, dans l'électronique, dans cette capacité de computing, comme disent les Américains. Quand on met tout ça ensemble, quand on met cette masse d'informations, quand on met cette capacité à faire des algorithmes, quand on met cette capacité à les exécuter, je ne dirais pas quasi sans limite, parce qu'on en reparlera, on voit bien qu'en fait, on peut tout traiter. On peut tout traiter avec l'IA. Et l'encadrement de ce qu'on va traiter et de ce qu'on ne va pas traiter, ce sera le choix qu'on fera dans le couple risque-bénéfice, risque-avantage à le faire, autour de thématiques qui seront l'éthique, qui seront la propriété intellectuelle, qui seront la sécurité, qui seront la protection de la vie personnelle des gens. Mais dans l'absolu, on peut tout faire. Donc c'est vraiment sous le contrôle de l'humain. Il n'y a pas de limite à la base. Alors il y en a, on pourra peut-être un peu en reparler, mais pour répondre à votre question, c'est ça. Donc on aura bien le nombre évalué, bien évalué, le nombre du calcul d'utile pour faire ou de ne pas faire. Maître Hélène Lodic-Baron. Justement, on parlait des limites et du curseur. Alors nous, dans le milieu effectivement juridique, on connaît les outils de justice prédictive, où on nous dit, on met les données dans l'ordinateur et puis l'ordinateur se met à la place du juge et va modéliser la décision qui serait vraisemblablement rendue par un juge. Alors avec ces limites de l'open data et donc de l'open data sur les décisions de justice qui sont nécessairement anonymisées et la protection des données personnelles, et justement, où est-ce qu'on met de manière générale le curseur, comment les choses sont encadrées, est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là? Alors, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle classique. Donc, ce qu'on appelle souvent le machine learning. Hein, donc, c'est vraiment cette capacité à passer d'algorithmes très déterministes de manipulation de l'information à des modèles beaucoup plus statistiques, où on généralise de la statistique à partir d'un très grand nombre d'informations, d'un très grand nombre de données. Et en particulier, ce qu'on appelle le deep learning. Donc, tout ça, c'est basé sur des réseaux de neurones. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle classique, je dirais, celle qu'on fait travailler en back-office. Et puis maintenant, on a cette intelligence artificielle dite générative, c'est-à-dire celle qui, sur la base de questions qu'on lui pose, fabrique des contenus. Donc vous avez tous entendu parler d'OpenAI, de ChatGPT, et voilà, tous ces sujets. Donc voilà, on pose la question, on a des contenus. Et donc je rebondis maintenant je réponds à votre question. Si je pose une bonne question, si dans la question que je pose, j'encadre suffisamment les choses, c'est ce qu'on appelle les prompts, le prompting. Donc je vais poser une question extrêmement structurée. Donc je vais contenir à quelque part la capacité de l'intelligence artificielle générative à me raconter n'importe quoi, à partir dans tous les sens, potentiellement à halluciner. Et je vais aussi essayer, dans la question que je pose, d'éviter sa capacité parfois à n'avoir rien à dire ou à manquer totalement de bon sens et à être totalement à côté de la plaque. Donc je structure une question qui appelle à quelque part la structuration d'une réponse. Et à la réponse qui m'est faite, j'applique un jugement, pardonnez-moi pour l'expression jugement, rien à voir avec l'univers dans lequel vous êtes, mais je porte un jugement qui tient compte de mon expérience, de l'épaisseur de mon expérience et de la véracité potentielle de la réponse qui m'est faite. Alors quand c'est comme ça, question bien posée, jugement de qualité sur la réponse, je peux véritablement faire à l'intelligence artificielle générative des gains de productivité, un bond en avant. Enfin, je peux faire en sorte qu'elle ne se trompe pas et qu'elle me fasse gagner du temps et qu'elle me fasse gagner de la puissance et que, à quelque part, je peux faire en 2 minutes des choses qui me prennent traditionnellement 2 jours. Analyser des textes, des réglementations, des lois, des jugements, des jurisprudences, des que sais-je encore. Je ne suis pas un grand spécialiste du droit. Ça peut prendre
un temps infini. Là, on va le faire en 2 minutes. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais juste pour dire qu'on ne fera pas disparaître les professionnels du droit en tout genre, au sens le plus large, par l'intelligence artificielle. On les fera juste travailler autrement. Alors, je n'aime pas personnellement le terme intelligence artificielle. Je dis souvent, il s'agit d'une intelligence augmentée. D'ailleurs, ça tombe bien, dans la langue de Molière, comme dans celle de Shakespeare, ça s'abrège de la même façon. IA, intelligence augmentée. AI, Augmented Intelligence, dans la langue de Shakespeare. L'intelligence artificielle vient augmenter l'intelligence de l'humain, à condition que l'humain garde le contrôle intelligent sur l'utilisation qu'il en fait. Donc les femmes et les hommes de droit ne sont pas condamnés à disparaître, mais invités probablement à travailler autrement en augmentant leur capacité, en augmentant la pertinence de leurs conseils, de leur jugement, le cas échéant, cette fois le leur dans le monde du droit, pas celui que j'évoquais tout à l'heure, parce que l'intelligence artificielle va être capable de leur donner. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle travaille sur une quantité de données invraisemblables et accessibles et bénéficie de capacités d'exécution au sens des ordinateurs, pour le dire un peu basiquement, au sens de l'informatique, et un jour peut-être de l'informatique quantique, qui sont telles qu'on peut aller très, 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 très vite et manipuler des quantités incroyables d'informations et générer des contenus en réponse à des questions. Éric Challant-Belval. Oui, Hugues, justement, parlons de contenu. Est-ce que vous auriez 3 exemples concrets pour lesquels l'IA va changer la donne en termes de contenu pour les entreprises, notamment celles qui travaillent sur la 3D, on en a quelques-unes sur le territoire, pour être concret sur ce thème? Alors ça, c'est la 3D, on est un peu dans le monde du computer vision, on est un peu dans le monde du travail de l'image. Donc là, c'est effectivement parvenir à travailler sur le choix quasi à l'unité des pixels qui composent une image. Donc en fait, une créativité potentielle incroyable sur la base de, toujours le même sujet, sur la base de contenus tellement volumiques, tellement divers, qui sont à la disposition partout autour de nous, qu'on va pouvoir créer des contenus 3D, vidéo, audiovisuel, que sais-je encore, extrêmement fins, enfin extrêmement puissants, et tout ça très 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 rapidement. Dans le domaine de la banque, analyser le risque associé à un octroi de crédit, par exemple, que ce soit à un particulier ou que ce soit à une entreprise, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais il faudra malgré tout que le spécialiste du risque dans la banque sache poser intelligemment les questions et jette un œil averti sur ce sujet. Ma voiture est-elle en route de collision ? L'internaute qui surfe mon site web va-t-il cliquer sur telle case à cliquer de mon site web ? Le médecin qui analyse une radio ou une IRM va être considérablement augmenté dans la détection potentielle d'un cancer, par exemple. C'est une des applications les plus, dont on parle le plus, les plus médiatiques, les plus visibles du machine learning et du deep learning. C'est détecter des problèmes médicaux sur la base d'examens radiographiques ou plus, laser et autres, qui hier nécessitaient le jugement seul d'un médecin seul. Là, le médecin, il n'est plus seul. Il est augmenté par des équivalents milliers de médecins autour de lui. Donc des exemples, il y en a plein. Dans nos métiers du numérique, c'est exactement la même chose. C'est accélérer le développement de logiciels, ce qu'on appelle parfois le code, le développement de code, mais alors de façon totalement incroyable. C'est faciliter la génération de contenu pour peupler ces dispositifs numériques interactifs que sont les applications mobiles, les sites web, etc. Jusqu'ici, les contenus étaient fabriqués dans le journalisme.
Alors justement, j'avais une question à vous poser parce que dans le registre des télévisions, dans l'image, on sait que les médias aujourd'hui peuvent apporter une guerre de l'image, qu'une guerre peut se gagner aussi ou se perdre par des images. Qu'est-ce qu'il faut attendre et des fois craindre de cette intelligence artificielle dans le traitement de l'information au regard de ce que l'on peut aujourd'hui faire par l'image ? C'est cette dérive, c'est cette capacité à créer de toutes pièces des séquences vidéo, des images relatant des réalités qui n'en sont pas finalement, des fake news. C'est cette capacité à prendre la place d'acteurs au sens large d'acteurs, prendre la place d'humains qui seraient filmés mais qui en fait ne le sont pas et qui en fait ne sont pas les humains en question. Enfin, c'est cette capacité à être Barack Obama qui n'est pas Barack Obama, à être Emmanuel Macron qui n'est pas Emmanuel Macron. Enfin, l'IA a cette capacité. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, ne serait-ce que parce qu'il y a des millions ou des centaines de millions d'images mettant en mouvement, mettant en scène ces acteurs qui sont à la disposition de l'IA, qui sont sur le net, et à partir desquels on peut fabriquer des choses encore plus puissantes qu'unitairement chacune de ces images, encore plus fidèles presque à ce que sont en vraie grandeur les personnes. Il nous reste 10 minutes, on va faire des questions et des réponses rapides. Benoît. Dans les craintes que l'on a, c'est j'interroge ChatGPT ou d'autres outils, et en fait, dans leur modèle économique, c'est peut-être imaginaire, c'est peut-être une question liée, on a l'impression qu'ils gagnent quand même quelque chose à ce que je tape dans leur machine. Alors, comment, globalement, je suis protégé ou pas protégé, et comment, quand on est soit une entreprise, soit un particulier, je veux dire, on utilise cet outil qui nous aide, enfin qui peut nous aider, mais en même temps, quelles sont les limites ou les points de vigilance qu'il faudrait avoir ? C'est un peu toute la question. Vous avez vu que le fondateur et président de OpenAI, donc, qui est cet éditeur de logiciels nord-américain qui édite ce fameux ChatGPT, a été démis de ses fonctions. Et la question, c'est de savoir pourquoi. Dans les thèses qui sont avancées, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour l'affirmer, mais il y a la question de savoir si modèle économique payant versus gratuit. Donc, jusqu'ici, c'est gratuit. Alors, c'est pas complètement gratuit parce que si on veut des instances de ChatGPT un peu plus ad hoc, un peu plus élaborées, un peu plus spécialisées, c'est payant. Mais est-ce que finalement il a été démis parce qu'il avait suggéré le passage d'un modèle gratuit à un modèle payant ? Bon, il y a d'autres thèses qui circulent. Donc le premier sujet, c'est voilà, jusqu'à quand c'est gratuit, sachant que ça fonctionne un peu sur le bien commun. C'est la donnée qu'accumule le monde autour de nous. Et à partir de quand ça devient payant ? De toute façon, si on veut faire un bon boulot, si on veut commencer à utiliser une intelligence artificielle générative plus spécialisée, plus ad hoc, plus proche de son domaine métier, il faut payer. Donc il y a effectivement un enjeu économique derrière. Et dans tous les cas de figure, l'apprentissage de ces intelligences artificielles que l'on crée sur la masse de données qu'on leur soumet, ça coûte des puissances de calcul énormissimes, qui donne d'ailleurs la prime aux États-Unis sur ces sujets, parce que personne en Europe, je dis bien en Europe, ne peut aligner les milliards qu'il faut pour avoir la puissance de calcul qui convient d'avoir. Donc de toute façon, il y a effectivement un enjeu économique qui est absolument terrifiant. Donc on le voit bien. Nous, typiquement, dans notre propre transformation, dans ma modeste entreprise Niji, ce qu'il va nous falloir investir dans l'IA l'année prochaine, c'est juste sans commune mesure avec ce qu'on avait prévu. Désolé pour nos banquiers, mais ou heureusement pour eux. Mais effectivement, ça coûte. Ça coûte. C'est une limite possible. Et c'est une limite à la transformation de nos tissus économiques régionaux, qui sont majoritairement faits quand même d'entreprises de taille moyenne ou intermédiaire, en tout cas, on va dire, voilà, barycentrées PME, à des assiettes économiques qui ne permettent pas, au-delà de la question de s'attirer des expertises, qui ne permettent pas nécessairement d'envisager d'investir dans ces transformations. Donc c'est un vrai sujet
socio-économique, hein, de mutualisation potentielle. Enfin, c'est un sujet de transformation complet de l'économie. Hélène. Alors, nous sommes très sollicités. Typiquement, en quittant le bureau tout à l'heure, j'ai reçu un mail qui me disait intelligence artificielle générative. Un fossé va se creuser entre ceux qui prennent le train et ceux qui restent dans l'attente. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est là aussi la formation à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on se forme et comment est-ce qu'on se fait bien accompagner? Parce qu'on a beaucoup d'offres, plein de choses qui se passent, mais comment est-ce qu'on se forme véritablement et comment on se fait bien accompagner? Je pense que la meilleure formation pour l'intelligence artificielle générative, c'est de la prendre en main, c'est d'y aller, quoi. C'est de l'aller. Et d'ailleurs, c'est de loin la technologie, si tant est qu'on appelle ça technologie, qui a connu l'adoption la plus exponentielle en un temps aussi court, hein, parce que ça date à peine de 2022. C'est une adoption tellement plus rapide que celle de l'Internet, que celle du smartphone. C'est sans commune mesure, c'est exponentiel. Donc la meilleure façon de se former, c'est de l'utiliser, vraiment. C'est la meilleure façon. Après, bien évidemment, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais de se faire accompagner par des entreprises spécialisées dans ce domaine qui sachent entrer très vite en intimité avec l'environnement business, l'environnement métier, l'environnement fonctionnel de l'entreprise, et qui sachent du coup poser les bonnes questions de sorte à avoir les bonnes réponses et cadrer ces réponses. Oui, ça c'est une bonne façon de faire, mais la formation passera par le fait que ces sujets descendent effectivement dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation nationale. Et ça, c'est un véritable enjeu. Je connais plusieurs entreprises qui, sur une variété d'expertises pour les salariés qui les composent, de 20 ou de 30 expertises différentes, 20 ou 30 profils types différents dans l'entreprise. C'est quoi la constitution d'un cabinet d'avocats, par exemple? C'est, je ne sais pas, 8 ou 12 profils types. Je connais plusieurs entreprises qui ont d'emblée décidé d'arrêter de recruter 2 ou 3 profils types. Or, l'enseignement supérieur continue, pardonnez-moi l'expression, à déverser tous les ans des milliers ou des dizaines de milliers de ces profils types qui ont passé parfois 5 ans à devenir experts dans cette voie dorénavant sans issue. Donc il faut que le système éducatif français au sens large s'empare urgemment de ce sujet, urgemment. Et vous mesurez comme moi le challenge que cela peut représenter. Et il ne faut pas qu'on attende l'enseignement supérieur, il faut qu'on le fasse dès les petites classes. Dès les petites classes, les gamins doivent grandir avec ça. Il n'y a plus de questions, c'est une déferlante. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions quant au fait qu'il faille surfer cette vague. Promis, il n'y a plus de questions. Après, il faut l'encadrer, il faut bien la surfer. Elle est quasiment la dernière question, mais réponse en 1 minute chrono. Éric. Hugues, je vous sais chez Engie sensible à votre impact. 4% des gaz à effet de serre viennent du numérique, autant que le transport aérien. Et vous avez notamment, pour agir, créé un site éco-conçu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un site éco-conçu, ce que vous avez fait chez Engie pour lutter contre cela? 45 secondes. Alors un site éco-conçu, c'est un site qui va au final générer le moins de gaz à effet de serre, donc à quelque part consommer le moins d'énergie, donc à quelque part être le plus frugal dans son exécution sur les ordinateurs, les centres de calcul, les data centers qui vont l'exécuter. Donc un site dont l'implémentation logicielle, l'art et la manière de le coder vont être de sorte à ce qu'on engage le moins de consommation d'énergie. C'est-à-dire un site qui, au moment où on le design, au moment où on design son interaction, au moment où on travaille avec les communicants, au moment où on travaille avec les gens qui portent la marque, au moment où on travaille avec les gens qui ont envie de donner du contenu aux internautes, de montrer que l'entreprise est la plus belle, de donner dans la couleur, de donner dans la vidéo, de donner... Non, on va dire non. On est frugal dans la conception des interfaces. Et donc, on est frugal dans la conception des interactions. Donc, c'est quoi au final? C'est un site qui, au point de départ, quand on en travaille, l'émotion qu'il est susceptible de générer chez ceux qui vont l'utiliser, on arrive à encadrer les gens qui travaillent sur les émotions de sorte à avoir des émotions frugales, aussi curieux que ça puisse paraître, de sorte à ne pas être dans la débauche d'interaction, tous médias confondus. C'est très compliqué, parce que dans toutes les entreprises, il y a toujours une direction de la communication, il y a toujours quelqu'un qui veut en montrer le maximum.
Donc être capable de contenir les émotions, pour être capable de contenir les interactions, pour être capable de rendre les interfaces plus frugales, pour être capable d'avoir des partis pris créatifs plus sobres, pour être capable d'avoir un codage, une implémentation logicielle moins consommatrice d'énergie, c'est choisir des ordinateurs d'exécution qui soient des ordinateurs qui n'entraînent pas que les data centers soient réfrigérés, donc par exemple des ordinateurs à bain d'huile. Notre site est exécuté sur un ordinateur à bain d'huile qui est dans un data center qui n'est pas refroidi. Et on arrive au bout malheureusement de cette émission. J'avais vraiment, mais en oui comme non, comme on est dans une émission économique avec un parterre prestigieux de chefs d'entreprise, est-ce que demain on pourra diriger une entreprise par l'intelligence artificielle? Oui, non? Non, mais on ne pourra plus la diriger sans. C'est une belle conclusion. On peut vous applaudir. Hugues Mély, le patron de Niji, président de Bretagne Développement Innovation. Merci d'avoir décrypté avec autant de talent vraiment un sujet qui nous concerne toutes et tous. Merci, on aura l'occasion de se retrouver très vite, bien évidemment, avec le carrefour de notre économie en région. Bien évidemment, c'est ici, au TVR BPGO Business Club. Encore, merci Hugues Mély. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.